Merci d'être là. Je vais commencer par présenter les personnalités qui sont avec moi, qui vont nous permettre en fait d'élaborer cette présentation en tant que facilitateur. J'ai Mohamed Diaby, et puis, ouais, mais justement c'est ce que je dis. Ok, et puis Cheikh Oumar. Ce que je vais faire, je vais rapidement passer sur la présentation que je vais faire et le meilleur du moment de cette présentation sera constitué des échanges que nous allons avoir. Donc, je pense que si nous sommes tous là, c'est que nous sommes conscients d'une chose: nos démocraties sont soit malades ou peuvent être malades. Et dans cette optique, il faut qu'on puisse avoir un ensemble d'éléments qui nous permettent d'élaborer toute cette démocratie en s'appuyant sur le numérique et sur les technologies. Une première chose importante, c'est que nous allons beaucoup parler de démocratie participative dans ce panel. Et un élément très important, c'est cette citation d'Albert qui nous dit tout simplement qu'il est nécessaire que la morale d'un peuple soit décidée par le peuple lui-même, d'où le besoin d'une nouvelle forme de démocratie qu'on appelle la démocratie de l'éthique. On va aussi parler de développement participatif. On ne pourra pas faire du développement inclusif sans se munir d'outils, sans se munir de dispositifs, sans faire appel à des plateformes humaines, mais aussi des plateformes numériques qui nous donnent accès à une participation dans la vie de la société. Et cette participation part du sourcing d'idées à la consolidation de nos acquis, en passant éventuellement par la mise en place de ponts, ce que j'appelle ponts citoyens d'avenir, parce que sans faire attention, il y a beaucoup de frontières invisibles qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Il fut un moment où des frontières ont été physiquement tracées dans nos différents pays, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que nous avons réussi en tant qu'Africains à créer des frontières dans nos esprits. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à véritablement faire le partage qu'il se doit et aussi de l'animation. Mais on parle aussi de la déconstruction. Je vais vite parce que je pense qu'avec vos questions, je reviendrai sur tous ces éléments-là avec Diaby Mohamed et Cheikh Oumar. Donc on ne parlera plus de l'Afrique de la représentation, mais nous allons migrer vers l'Afrique de la participation. Civitech, c'est pour tout simplement rassembler l'ensemble des dispositifs, des outils, des procédés qui nous permettent d'améliorer le système politique. On reviendra dessus. Il y a deux axes qu'il faut apprécier. Il y a la participation citoyenne et l'ouverture des gouvernements. Qui parle de participation citoyenne fait appel à 4 éléments. Vous avez le développement de réseaux citoyens, c'est très important, on reviendra dessus tout à l'heure. Il y a l'engagement des communautés de proximité. Il y a le financement participatif. Je reviendrai sur cet aspect parce qu'il est très important dans la lutte que nous menons. Et il y a le partage des données. Quand on parle d'ouverture des gouvernements, il y a 5 éléments à prendre en compte. Il y a l'ouverture des données et la transparence. Il y a la facilitation de processus de vote. Il y a la création collective de lois. Il y a un élément très important, c'est la cartographie et la visualisation des données. Et aussi l'exploitation et la réutilisation des données. Okay? Vous allez m'excuser, je vais vite pour qu'on ait vraiment le temps de discuter. Qui parle de Civitech parle aussi d'un écosystème d'acteurs.
Et dans cet écosystème d'acteurs, vous avez plusieurs types d'acteurs. Vous avez par exemple les médias citoyens et les médias participatifs. Vous avez les associations qu'on rencontre un peu partout aujourd'hui. Vous avez les citoyens en tant qu'acteurs. Vous avez des institutions. Vous avez par exemple des plateformes numériques qui font appel à plusieurs thématiques. Vous avez des entreprises. Très souvent, quand on parle d'entreprise dans l'écosystème des Civitech, beaucoup de personnes s'interrogent. Mais vous avez par exemple Assemble, qui est en fait une plateforme de consultation publique qui a été développée par un cabinet d'innovation. Et cette plateforme est libre et open source. Vous avez des plateformes, par exemple, de diffusion de SMS qui participent fortement à l'action citoyenne. Mais ces plateformes sont portées par des entreprises. Vous avez des laboratoires d'innovation, vous avez des laboratoires de fabrication numérique, vous avez des tiers-lieux, vous avez aussi des fondations. Je pense que hier, vous avez écouté l'intervention d'Osiwa. Ces fondations sont aussi appelées à agir dans l'écosystème des Civitech. Là, par exemple, je vais rapidement au niveau de la Civitech, vous avez un ensemble d'acteurs qui portent toutes ces initiatives, des laboratoires ouverts où il y a des citoyens qui se retrouvent de manière horizontale et qui réfléchissent à des démarches de mise en place de plateformes, d'outils, de procédés numériques pour nous donner la possibilité en fait de pouvoir actionner des démarches. Mais qu'est-ce que fait le citoyen dans les fabriques citoyennes? Je vais rapidement présenter ça en vous racontant une petite histoire. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire du petit colibri. Voilà. Il y avait un feu de brousse et tous les animaux étaient apeurés et tous les animaux fuyaient. Et le colibri, il faisait des allers et retours, il part à la rivière, il récupère l'eau, il vient, il verse sur le feu. Il part à la rivière, il récupère l'eau, il vient, il verse sur le feu. Et il y a le tatou qui lui dit, mais tu es fou ou quoi, petit colibri? Ce n'est pas ces gouttes d'eau que tu ramasses qui vont éteindre le feu. Il dit, oui, je sais, mais je fais ma part. Et dans les fabriques citoyennes, chaque citoyen fait sa part. Dans quelle démarche? Dans une démarche ouverte de collaboration, de co-construction, et on a tous un but commun. C'est aussi l'histoire de l'agriculteur qui a plusieurs fois eu des prix parce qu'il avait la meilleure sémence, la meilleure production, et tout le monde s'étonnait qu'il partageait ses semences avec ses voisins. On lui dit, mais est-ce que tu n'as pas peur de partager tes semences avec tes voisins? Il dit, non, je n'ai pas peur parce que c'est la meilleure des choses à faire. Parce que le vent transporte les pollens. Si mes voisins n'ont pas une très bonne production, ils n'ont pas un très bon champ, quand les pollens vont transporter, quand le vent transportera les pollens, ils viendront pourrir mon champ. Donc je vais aider ces voisins à devenir bons en leur donnant ma semence et moi je deviendrai meilleur. Et c'est un peu l'esprit qu'on a dans les fabriques citoyennes. On est basé sur l'esprit Ubuntu. Il y a aussi l'ADN des fabriques citoyennes. Je vais pas en fait m'attarder sur ça parce qu'on reviendra dessus. Tout ce qui est collectif, langage, organisation et tout. Et je vais finir par un truc très important. C'est le parcours de santé de notre démocratie. Je n'aurai pas le temps de présenter ça. Mais ce parcours de santé nourrit fortement toutes les actions des fabriques citoyennes et de toutes les entreprises qui produisent aujourd'hui des applications dans la Civitech. Le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit, la première étape, qui est très importante, c'est la sensibilisation et la prévention. Il faut systématiser la sensibilisation. Ça veut dire dans la démarche de la santé, un peu comme le médecin, il fait de la sensibilisation, il fait aussi de la prévention. Vous avez par exemple les médecins qui prennent les constantes des malades avec
avec des outils aujourd'hui numériques, des montres connectées et tout. Donc nous aussi, nous devons systématiser la prévention, nous devons aussi systématiser la sensibilisation. Le deuxième élément très important, c'est comment faire des diagnostics. De la même manière que le médecin aujourd'hui s'appuie sur des données standards, sur des informations qui lui proviennent par exemple sur la température du patient, sur le battement de son cœur et tout, nous aussi nous devons avoir des outils qui nous permettent au niveau de la première étape de récupérer toutes ces constantes et de faire des diagnostics. Et en faisant ces diagnostics, on doit pouvoir aussi mettre en valeur ce que la médecine fait aujourd'hui, le deuxième avis. Mais nous, on n'appellera pas ça le deuxième avis, on va parler de l'avis multiple. Ça veut dire lorsqu'on doit faire des diagnostics sur l'état de santé d'une démocratie, cette démarche doit être collaborative. Et pour finir, vous avez le traitement. Ça veut dire quelle action concrète on met en place lorsqu'on arrive à faire le diagnostic dans une démocratie qui est malade. Il faut faire en sorte que cette action soit unanime. Il faut faire en sorte que cette action soit aussi effectuée de manière collaborative. J'ai bien envie de détailler tous ces éléments, mais on n'a pas le temps. Je pense après, pendant le déjeuner, si vous voulez, on pourra discuter ici, après les 30 minutes qu'on fera ici, si on n'a vraiment pas eu le temps de faire ça. Mais les fabriques numériques, les Civitech, ce sont aujourd'hui des dispositifs qui nous permettront de bâtir notre système d'exploitation libre de nos démocraties. Et ça, il faut arriver à les faire soi-même. Je vous remercie. Et ce qu'on va faire, on va rapidement vous laisser la parole. Je sais que parmi vous, certains sont venus avec des questions. Vous êtes venus avec des préoccupations. C'est le moment de poser vos questions pour qu'ensemble on puisse échanger. Je vous remercie. Je sais pas, on va peut-être prendre un deuxième micro. Merci. On est vraiment séduit par le modèle que vous venez de faire. Moi, j'ai une préoccupation. Est-ce que sur le plan concret, ce modèle a existé? Ou est-ce que c'est dans une phase de mise en place? En nous donnant des exemples très concrets, par exemple de tout ce que vous venez de dire, parce qu'on assiste, c'est vrai, à une véritable crise de la démocratie représentative. Et j'ai comme l'impression qu'on retourne même à la méfiance de la démocratie représentative au moment même de la naissance de la démocratie dans les années 1789 et autres. Le mot démocratie, ça signifiait anarchie, etc. Et que la représentation même dans les assemblées nationales, c'était des représentations très éphémères. Je suis en train de lire l'expérience de ce modèle au Sénégal en 1848. Les députés étaient élus pour 1 an. Donc c'est très intéressant par rapport à la crise que nous traversons, que le modèle que vous avez fait. Et vraiment, si on peut dire, tiens, mais voilà, est-ce qu'on va vous laisser faire? Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est ça le problème. Et les types de connexions qu'il y a entre, je dirais, le réel et le numérique et le digital. Parce que c'est cette connexion également pose de plus en plus de problèmes. Moi, je pense qu'on est dans une espèce de transition, une phase de transition. Avec nous qui n'avions pas le numérique, on nous appelle les BBC, Born Before Computer. Fait nouvelle, tout à fait digitale, tout à fait fascinante, avec même tous les concepts que vous avez développés, qui est comme une théorie. Donc c'est fascinant. Maintenant, c'est sa réalisation. Oui, vas-y. Laurent commence. Ok, je pense que ça c'est une très belle question. Aujourd'hui, vous voyez dans plusieurs capitales africaines, il y a des fabriques qui existent. Dans ces fabriques, vous avez la possibilité de rencontrer aujourd'hui des gens qui développent des dispositifs, des procédés sur la Civitech.
La question que vous posez, c'est est-ce que ça existe aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'on va nous laisser faire? Je peux vous dire qu'on a déjà des éléments qui montrent que ça existe. On a des plateformes d'échange avec des hommes politiques aujourd'hui. On a des applications qui permettent d'interagir avec des hommes politiques. On a même des outils qui nous permettent, tout à l'heure je vous ai présenté la première partie du parcours de santé que j'ai appelé tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est prévention, donc tout ce qui est remontée d'informations. En 2013, on avait créé à Boaké une application qu'on appelait OpenJeliba qui permettait, dans les zones non reculées, de faire de la remontée d'informations par SMS. Et cette remontée d'informations était monitorée et à la suite diffusée à toute la communauté. Donc il y a des outils qui existent aujourd'hui et il y a des outils qui tracent concrètement comment est-ce qu'on arrive à parcourir ces étapes. Vous avez par exemple, au niveau de la deuxième étape où je parlais de diagnostic, lorsqu'il y a un débat qui est ouvert dans un pays aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème, des blogueurs peuvent interagir via des hashtags et se poser la question, quel est le diagnostic qu'on fait? Et moi, j'ai participé à plusieurs situations comme ça où on a tous discuté et je me suis permis, par exemple, de rassembler toutes ces informations et d'en faire un article et de diffuser à tout le monde pour qu'on comprenne quels sont les éléments concrets qui nous permettent de sortir des diagnostics. Après, il y a le traitement. Donc, le traitement, c'est comment on soigne ces différents maux qu'on détecte dans nos pays. Donc, aujourd'hui, les outils existent. Il faut qu'on s'approprie toute la démarche qui part de la sensibilisation jusqu'au traitement et même jusqu'au suivi du traitement. Parce qu'un traitement, à un moment donné, il faut qu'on se donne la possibilité d'arrêter un traitement ou de modifier un traitement, exactement comme fait le médecin. Lorsqu'on décide de mettre en place un dispositif de réponse à une crise dans un pays, même le dispositif doit être monitoré par la communauté et voir si on l'adapte, si on l'arrête ou si on laisse continuer. Donc ce sont des choses qui existent et on essaie encore de renforcer tous les dispositifs. Ils ne nous laisseront jamais faire. Ça, c'est clair. Ils ne nous laisseront jamais faire, mais il faut que chaque citoyen fasse sa part en fait. Je vais peut-être laisser Mohamed Diaby. En fait, sur la question de est-ce qu'on parle de théorie ou est-ce qu'on est dans du concret, je pense que Afrique TV, c'est un exemple concret de ce qui arrive quand ce type de mécanique commence à se mettre en place et que les acteurs décident de s'organiser. Je pense que la majorité de ceux qui sont ici se sont retrouvés à la suite d'actions justement de redressement de système politique et à un moment on s'est dit, on se met ensemble, on essaie d'avoir une cartographie complète des enjeux et on décide de voir quels sont les outils dont on a besoin et sur quel diagnostic on va s'appuyer pour arriver à faire quelque chose. Mais le vrai problème, c'est que on aborde une thématique qui est aussi vieille que le monde. C'est la guerre des pouvoirs. Et ça démarre par la problématique de confiance. Est-ce qu'on a confiance au système politique? Est-ce qu'on a confiance aux acteurs qui sont engagés? Est-ce qu'il y a la confiance même dans les outils qu'on va utiliser pour essayer de résoudre ces problématiques-là? Il y a autant de problèmes qu'il y a d'acteurs dans cette salle. Mais est-ce qu'on a toutes les solutions? Est-ce qu'on a toutes les cartes? Et est-ce que les choix même qui vont être validés pour être mis en œuvre sont les bons? On est dans une vraie phase d'expérimentation qui dure depuis quelques années. Moi, je sais que mes premières actions de redressement de fichiers électoraux datent de 1999. Donc, il s'agissait encore à ce moment de traiter des volumes de données sur Excel et essayer de voir s'il n'y avait pas de doublons et ainsi de suite. Et déjà à ce moment, la répression, aujourd'hui la répression elle est quoi? Sur la censure, on coupe l'Internet et tout, mais à ce moment la répression elle était physique. Il s'agissait de pouvoir saisir les ordinateurs ou supprimer les individus qui travaillaient sur ce type de projet. Donc on est vraiment dans une phase d'expérimentation et comme Florent l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord un travail individuel
de compréhension, de sensibilisation et de valorisation d'un idéal de loi sociale qui est au-dessus de ce que la norme actuelle promet en termes de collaboration et d'engagement entre citoyens et gouvernement, par exemple. Voilà. Merci. Il y a un intervenant tout à l'heure qui a parlé du recul de la démocratie représentative et je conviens avec son point de vue. Mais face à ce recul, je me demande exactement comment est-ce que la démocratie numérique peut faire le poids, surtout dans les contextes de démocratie où la liberté de parole est de plus en plus restreinte. Et là, on sait, en postant les données sur les différentes plateformes que vous avez mentionnées, on peut facilement remonter à la source via l'adresse IP, s'il s'agit par exemple d'un ordinateur. Peut-être les téléphones aussi ont leurs identifiants propres. Nous parlons de la cybersécurité. Comment allons-nous protéger en même temps et les blogueurs ou les administrateurs de ces plateformes et protéger en même temps la source d'information que constituent les citoyens, tout en se rassurant que l'information que nous collectons demeure une information crédible et qui puisse être utilisée pour influencer les décisions politiques de façon effective. Merci. D'accord, merci. Nous allons prendre une seconde question ici, avant d'y aller. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. En fait, je voulais insister déjà sur ce dernier aspect. C'est-à-dire comment, en fait, tout cet arsenal d'outils tech peuvent aider à mieux défier, enfin, mieux faire progresser les politiques publiques dans nos États. Bon, je te donne un exemple. Moi, particulièrement, je suis intéressé par cela depuis quelques années dans le domaine de la démocratie économique et particulièrement de la question du suivi budgétaire. Et nous savons que quelques États, comme les États de l'UEMOA, ont cet avantage à ce que, avec le code de transparence, nos ministères des Finances ont l'obligation de communiquer par leur site internet les projets de loi de finances jusqu'à la loi de finances et même ensuite beaucoup de documents de suivi. Mais je cherchais depuis le lien à faire entre le travail de suivi budgétaire que les acteurs font dans des plateformes qui ne sont pas virtuelles et en fait un accompagnement en termes d'outils qui peut connecter cette disponibilité de l'information et permettre à ce que ces acteurs-là puissent quand même faire le travail de suivi. Mais c'est un peu difficile à savoir, à trouver. Parce que moi, le constat, c'est que, bon, avec l'évolution du secteur, il y a des milliards d'applications au quotidien. Mais quel est l'effort de travail à votre niveau, surtout vous qui êtes dans ce secteur, de mettre en place des cadres, des mécanismes pour relier tout ceci, pour permettre d'avoir un lien efficace entre l'utilisation qu'on peut faire des outils TIC et vraiment faire avancer les politiques publiques en mobilisant derrière toute cette population qui est intéressée mais qui ne peut pas accéder directement à cela. Ok, merci. Une troisième question. D'accord, là. Allez-y. Tu notes. Vas-y. Je peux. Merci bien. Bon, le droit d'aînesse, c'est Inoussa. Merci. Alors, merci pour les interventions. Moi, je reviens un peu sur la déclaration de Zéphirin Diabré hier, qui a parlé un peu de l'engagement des jeunes qui sont très actifs sur les plateformes numériques, mais qu'on ne voit pas finalement sur le terrain quand il s'agit de descendre dans les urnes pour voter. Je crois que ce sont des questions qui interpellent au premier chef des mouvements comme Africtiviste. Voilà, comment faire pour que le militantisme suscité ne reste pas virtuel, parce qu'il n'y a pas que la vie en ligne. L'outil c'est bien, mais les vrais changements c'est sur le terrain. C'est vrai que les formes d'engagement social ont changé. Cela se remarque même pour, j'allais dire, les événements au quotidien. Vous lancez un événement, vous invitez les gens. Il y a beaucoup qui
en ligne dit oui, je serai là, mais au final, vous constatez qu'il y a peut-être 10% de ceux qui se sont annoncés qui viennent effectivement. Je crois qu'on est d'accord sur ce fait que les formes d'engagement social ont changé, mais la légitimité de mouvements comme Africtiviste est en jeu si on n'arrive pas à faire en sorte que ceux qui s'engagent en ligne dans les actions numériques, virtuelles, je vais dire, arrivent à les traduire concrètement sur le terrain. Voilà. Tant que les jeunes ne vont pas aller s'inscrire sur les listes électorales pour voter, je crois que les changements pour lesquels on lutte et on mobilise massivement en ligne n'auront pas de sens. J'ai suivi un peu le mouvement avec le ballet citoyen lors des dernières municipales au Burkina, même législatives, où on disait « je vote et je reste » pour suivre un peu ce qui va se passer. J'aurais bien aimé avoir un peu un bilan de cette action-là. Est-ce que les jeunes se sont mobilisés effectivement pour voter, rester suivre pour s'assurer de la transparence des élections et autres? Parce que ce sont des questions qui, à mon avis, doivent être au cœur des préoccupations aujourd'hui d'Africtivistes pour faire en sorte qu'on ne les connaisse pas seulement sur Facebook, Twitter et autres, mais que dans la vie réelle, il y ait une traduction de ces actions-là. Merci. Ok. Voilà, donc je pense qu'on va commencer à répondre aux questions. Donc, voilà, la toute première question, elle concernait, il s'agissait de comment est-ce que ces outils numériques-là peuvent aider, en fait, à avancer. Je pense que tout à l'heure, Florent a parlé du fait que nous avions Africtiviste, Mohamed est revenu dessus, qui est, je dirais, une première initiative qui montre déjà que c'est le numérique qui nous a amenés là. C'est à partir du numérique, parce qu'il y a des actions, il y a des initiatives qui ont été lancées par les uns et les autres, qui ont permis aux uns et aux autres de se retrouver. Ce sont quand même des initiatives qui ont permis aujourd'hui que, à partir de mon smartphone, à partir d'Internet, d'où que je me trouve, je sais ce qui se passe de l'autre côté, et pas seulement ce qui va se dire sur la télé. Maintenant, en ce qui concerne ces différentes initiatives, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont faites un peu partout. Pour passer au niveau de, je veux dire, de cette démocratie numérique dont on parle, tout de suite, c'est vrai que je vais sur une question qui est déjà posée tout à l'heure, qui parle du vote et tout, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire en matière de démocratie ici. Et souvent, au niveau des initiatives pour lesquelles nous nous mobilisons, ce ne sont pas toujours des initiatives, je dirais, électorales ou quelque chose comme ça. Souvent, on a juste besoin de contrôler une certaine action, et c'est de là, c'est à partir du contrôle de cette action que nous allons en arriver à des choses beaucoup plus intéressantes comme nous souhaitons. Par exemple, le suivi de certaines... le suivi du budget et autres, là on passe sur une autre question. On a ces éléments, je vais citer une petite initiative que nous avons eue au Burkina, c'est une initiative au niveau des données ouvertes, qui va un peu de l'autre côté, où je dirais de nombreux acteurs qui font partie de ces fabriques dont Florent parlait, se sont retrouvés pour essayer de proposer des éléments liés à l'éducation. Nous avions des écoles qui étaient construites, certaines écoles n'avaient pas de latrine, et ces écoles, à part ceux qui sont au niveau à part les élèves, personne ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Et il s'est agi de mettre ensemble un certain nombre de communautés. Je dirais, il y a des gens qui faisaient de la cartographie, on avait des gens qui étaient des codeurs, ainsi de suite. Ce sont tous mis ensemble pour essayer de mettre en place une petite application, et une application qui a été bien utile après au niveau du ministère, pour savoir très exactement que dans cette zone précise, le projet pilote c'était une localité à une trentaine de kilomètres d'ici, qu'ils avaient tel nombre de classes, qu'ils n'avaient pas de latrine ou qu'il n'y avait pas de logement d'instituteurs, alors que sur les documents qui étaient au niveau du ministère, c'était souvent des infrastructures qui existaient. Alors que là, on avait des éléments où c'était cartographié et tout était, je dirais, bien visible. Ça, c'est une initiative
qui a porté et qui a même été encouragé par d'autres bailleurs, comme on le sait, et qui va de l'avant. Donc, à ce niveau, on a énormément de petites initiatives qui sont plus simples à mettre en œuvre aujourd'hui parce que nous utilisons le numérique. Et ces initiatives, à la fin, ou du moins dans leur processus, découlent, ou du moins vont avoir une influence sur des éléments bien réels. Voilà, sur la démocratie, je dirais, traditionnelle, si je peux utiliser ce terme. Bon, je commence tout de suite. Le second point qui concerne la sécurité des blogueurs, des activistes, des lanceurs d'alerte. Il est vrai que un des éléments déclencheurs de tout ça, c'est l'histoire Snowden en 2011, où on a pu voir et on a fait un peu de la publicité sur les outils dont ils pouvaient avoir besoin. Et aussi, ce qui a aidé, c'est que nous avons de nombreuses associations professionnelles de journalistes et autres qui ont à peu près le même souci et qui ont travaillé, qui ont mis en place un certain nombre d'outils, des kits qui peuvent être utilisés. Africtivis s'est inscrit résolument dès le premier sommet sur ce point de la sécurité. Déjà des sessions sur la sécurité ont eu lieu lors du premier sommet. Il y a des outils qui ont été régulièrement partagés au niveau des Africtivis et surtout, on a les sessions de formation qui ont eu lieu toute cette année, Afrique Média Cybersécurité, pour, je dirais, remettre cette question de la sécurité-là vraiment pour lui redonner toute son importance. Ce qui est sûr pour ces outils, c'est que le kit est disponible. Je pense qu'au niveau d'Africtivis, on les met à disposition. Maintenant, bien sûr, ce kit est mis à jour parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en matière de cybersécurité, ça évolue très vite. Des outils, les premiers outils que nous avons utilisés en 2015, il y a certains outils qui ne sont plus proposés parce que d'autres, je dirais, défis, d'autres problèmes de sécurité sont apparus. Donc c'est quelque chose qui est changeant. Il faut déjà en prendre conscience parce que le premier élément, c'est déjà prendre conscience du fait qu'on a besoin d'être en sécurité. Bon, je vais essayer de ne pas être très loin. Ok. Moi, concernant les deux questions suivantes, donc sur l'usage qui est fait de l'information une fois qu'elle est disponible et sur la capacité de mobilisation qu'on a online aujourd'hui pour les jeunes qui ne se traduit pas forcément par des actions de terrain, la solution est la même qu'on a dans une économie ou dans une organisation normale et sociétale telle qu'on la connaît. C'est d'abord un problème d'éducation. On a un effet de buzz, entre guillemets, qui est de dire quand il y a une activité, je vais liker pour dire que j'apporte mon soutien, qui reste résolument différent de mon engagement réel à participer à cette action. Et si je prends, là on a parlé de l'exemple de l'information financière, même si on leak aujourd'hui toute l'information financière sur la gestion de nos États africains, combien de personnes sont capables d'interpréter un bilan et de comprendre que telle information décriée ou présentée dans le document présente une malversation ou un bon usage des fonds publics. Donc c'est d'abord et avant tout un problème d'éducation. D'éducation et surtout comprendre que les civic tech, on ne parle pas uniquement d'outils numériques. On parle d'outils organisationnels comme il en existe dans toutes les sociétés. Pareil pour la notion de régime politique ou de système politique. Organiser une société, lui donner les moyens de construire la base de son développement et s'assurer que les engagements individuels de chaque citoyen soient traduits en action pour arriver à des résultats. Donc c'est une problématique qui passe du monde réel comme on l'avait connu, qui est juste transposée dans l'univers numérique. Je prends un exemple très récent. Il y a 2 ou 3 jours, on a des inondations en Côte d'Ivoire. La majorité des acteurs côté numérique ont eu accès à des données et à des rapports qui indiquaient clairement que si rien n'était fait, cette semaine, on aurait des inondations qui étaient meurtrières. Il y a eu de l'engagement, il y a eu du partage d'informations, rien n'a été fait.
quand les inondations sont arrivées et qu'on a dénombré 20 morts, il y a eu deux types d'engagement de la part des acteurs. Il y a eu les acteurs qui ont préféré décrier pour dire on a averti, rien ne s'est passé. Et il y a ceux qui ont appelé à la mobilisation. En 24 heures, qu'est-ce qu'on a vu? Chaque fois qu'on appelait à la mobilisation sans donner les outils, il n'y avait pas d'action. Quand vous dites à un citoyen allez aider les populations dans des zones inondées, ils vous répondent mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais quand vous leur dites voici le modus operandi pour agir. Donc, en un, vous pouvez vous déplacer pour les aider à nettoyer leur maison. Vous pouvez ramener des vivres, vous pouvez leur donner de l'argent, et ainsi de suite. Là, ils se mobilisent et ils posent des actions. Donc, il y a toute une logique de construction pour arriver à de l'action qui existe, mais qui est la même que celle dans le monde dans lequel on vit tous les jours et qui est toujours résolue par le problème de l'éducation. Je vais peut-être répondre à la question de mon cher ami. Aujourd'hui, il est important, on a déjà commencé à recenser tous les procédés, tous les dispositifs numériques, mais aussi humains dans la Civitech. Okay? Et normalement, il faut qu'on arrive à cartographier toutes les initiatives dans la Civitech. Il faut qu'on arrive à les documenter, à les expliquer, à produire des tutoriels, et il faut qu'on mette ça à la disposition de tout le monde. Action concrète. C'est par exemple de sortir un wiki sur tous les dispositifs et tous les procédés Civitech qui existent. De sorte que vous, si vous avez besoin de mener une action concrète, vous savez quel est l'outil qui pourra vous aider dans ce sens et quelles sont les ressources techniques et humaines derrière qui pourront vous accompagner. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir et je pense que dans les prochaines semaines, vous allez éventuellement recevoir des courriers qui vont vous demander de nous remonter des informations des dispositifs des Civitech que vous avez identifiés, que nous on va cartographier et mettre à la disposition de tout le monde. Oui, il nous reste 5 minutes, donc on va prendre 3 questions rapidement. Bonjour, c'est Ina Karanta de Niamey. Bon, ma question que je voulais poser, le monsieur d'en face l'a posée, mais je vais juste parler de notre initiative citoyenne sur les réseaux sociaux. On avait constaté donc dans notre ville l'incivisme et notamment l'insalubrité chronique dans la ville de Niamey et personne ne semblait être choqué. Donc nous avons dit qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc nous nous sommes mobilisés, nous avons dénoncé d'abord. Après les dénonciations, nous avons décidé de passer à l'action. Donc on détecte un site, on dit voilà, on va aller tel jour sur ce site pour dégager le dépotoir avec nos moyens. Évidemment, nous cotisons. Classique de bataille de pouvoir en fait. Et je pense qu'à partir du moment où dans le propos, on adresse en fait une communauté de personnes actives par le propos minorité instruite, on donne justement la solution. Il faut élargir cette base, cette minorité instruite là au plus grand nombre pour qu'on ait une masse critique en fait qui est capable d'adresser le problème de front et de ne plus finalement constituer un ou deux individus qu'on va pouvoir saisir et empêcher finalement ces mécanismes-là de se dérouler. Je pense que c'est cyclique, on l'a vu. Je pense que très peu de personnes se rappellent qu'avant le printemps arabe, la première grosse initiative venait de Côte d'Ivoire. Elle a démarré en fin 2008 et elle a abouti justement à l'observation des élections et à la gestion de la crise post-électorale en 2010. Donc très souvent on martèle, oui, la révolution du numérique, elle a démarré avec le printemps arabe en 2011, mais ce n'est pas exact en fait. Donc ce qu'on a appris nous sur ces 10 années de mobilisation citoyenne online, c'est que c'est important d'avoir un noyau outillé, équipé et engagé pour réussir des choses, mais il faut très très vite élargir à une base qui a les outils et qui a les compétences pour prendre le relais. C'est très difficile dans un pays comme le Togo de dire et d'espérer que 3 personnes peuvent faire la révolution. C'est utopique. Mais ce qui est possible, c'est de se dire que 3 personnes peuvent s'appuyer, ne serait-ce que sur le réseau d'Africtivistes, pour
pour mettre en place quelque chose et avoir du résultat dans le long terme. Donc on revient encore à la problématique d'éducation, mais aussi de constitution d'une équipe. Moi, j'avais résolu ça avec une équation. Je disais, vous avez 5 grandes étapes si vous voulez que ça marche. La première étape, c'est d'abord de construire de la confiance. Et cette confiance, elle est autant vis-à-vis du gouvernement que vis-à-vis des acteurs avec qui vous voulez travailler. Si le gouvernement est convaincu que vous mettez dans la position d'un opposant, il n'y aura jamais de collaboration. Mais si le gouvernement comprend dès le départ que vous êtes dans une vraie logique citoyenne, c'est vrai que ça va les emmerder, entre guillemets, mais ils seront obligés de vous laisser travailler parce que vous aurez prouvé qu'il y a un vrai climat de confiance que vous voulez instaurer et que vous êtes dans une vraie logique productive. La deuxième règle de cette équation, c'est de dire je dois construire à mon niveau un minima en termes de loi sociale qui est au-dessus des normes. Donc je dois demander beaucoup plus que ce que je peux espérer de l'environnement. Souvent c'est ce qui arrive et qu'on dit en fait ils sont des hors-la-loi et tout. Non, il faut aller à la limite de la légalité pour arriver à imposer un certain nombre de choses. Et ce qui est bien avec le numérique, c'est qu'on est encore dans une phase d'expérimentation où on essaie tous de comprendre quelle est la limite de cette légalité-là. Donc pour le moment, vous ne pouvez pas être hors-la-loi pour une loi qui n'existe pas. Personne ne peut vous empêcher de mettre en place un dispositif pour observer les élections. On dit par exemple chez nous, vous pouvez collecter tous les résultats tant que vous ne diffusez pas le résultat final avant la commission électorale, vous n'êtes pas hors la loi. Et ce que nous on faisait, on diffusait par exemple les probabilités de victoire d'un candidat par rapport aux résultats collectés. Et ça c'est scientifique. On disait, il y a 1% de chance que ce candidat avec 90% des résultats traités gagne les élections. On n'a pas dit qu'il a perdu, on a dit qu'on a collecté des résultats et que les probabilités sont les suivantes. Là, j'étais au deuxième point. La troisième règle, en fait, de cette équation, vous devez construire une armée. Et cette armée, c'est une armée de personnes qui vont pouvoir, avec vous, avoir le même niveau d'engagement et comprendre votre vision. Donc, on revient encore à la base du leadership. La quatrième règle, c'est de choisir une stratégie et donc les outils qui vont avec. Et la cinquième règle qui est la plus importante, c'est de combattre. À un moment ou à un autre, il faut combattre, mais pas dans la vision d'imposer quelque chose, c'est dans la vision de protéger ce que vous avez construit, si vous voulez que ça se développe. Et c'est ainsi qu'on arrive à construire des mécanismes avec les outils qui fonctionnent et qui donnent du résultat. Je pense que tu as répondu à la deuxième question. Donc toi, tu termines pour... C'était quoi sa question? Sa question, c'était la collaboration avec les élus. Avec les élus, ou bien j'ai parlé de... La collaboration avec les élus, je me rappelle, il y a 3 ans, on se retrouve dans la même situation qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire où il y a des inondations partout. Donc, en comité restreint, on produit une carte interactive et on conçoit un manuel d'utilisation et qu'on diffuse sur Internet et auprès de toute la population. Comment indiquer que vous êtes en sécurité, comment indiquer que votre zone est inondée et tout. Et la population a commencé à contribuer sur cette carte interactive. Et on se retrouve sous la pluie, dans les inondations, on se retrouve avec le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et il nous dit, vous les libres penseurs, que pensez-vous que l'État puisse faire en ce moment précis? Donc, nous on se retrouve, on réfléchit, on fait des propositions concrètes d'action immédiate. Et ces propositions sont portées jusqu'au ministère. Et qui sont portées jusqu'au comité de crise gouvernementale qui produit dans les prochains jours une fiche d'action immédiate où on voit se faufiler une bonne partie de nos propositions. On se retrouve aussi au niveau du QG, de l'Office national de protection civile, où on fait des propositions concrètes, mais qui émanent de toute la discussion enclenchée avec les citoyens sur comment gérer cette crise d'inondation. On leur a dit, voici ce que les citoyens ont dit, voilà comment vous devez embarquer tous ces éléments
pour entreprendre des actions auprès de la population. Ça, c'est un exemple concret de comment on peut interagir avec les gouvernements. Une autre chose très importante, c'est qu'il faut qu'on comprenne que les fabriques citoyennes sont ancrées sur un territoire. Ce n'est pas parce que les fabriques ont une démarche numérique qu'elles sont adressées seulement à une minorité de personnes instruites et qui ont accès au numérique